Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission, c'est tous les jours du lundi au vendredi, l'actualité RH et emploi évidemment, analyse, débat et expertise. Je suis très heureux d'être avec vous, on va retrouver les rubriques habituelles évidemment, puis une nouvelle rubrique aujourd'hui avec un philosophe qui nous parlera de l'entreprise et puis de la manière dont vous rentrez, mais avec les mots d'un philosophe évidemment. Tout de suite le programme dans son job. Aujourd'hui, l'offboarding. Alors c'est un mot un peu complexe qui a pris toute sa place dans les stratégies RH. Comment réussir le départ d'un collaborateur? C'est la question qu'on posera dans quelques instants à Anne Cloteau, spécialiste du sujet. Smart Philo, justement, notre nouvelle rubrique, pour entendre bien ce que nous dit la philosophie de l'entreprise, en parlant des femmes et des hommes qui y travaillent. Notre premier invité, notre premier philosophe aujourd'hui, il s'appelle Jean Maty, il sera avec nous. La pause café, Fanny Griesmer, évidemment, elle nous parle d'un nouveau métier. Je ne sais pas s'il va durer très longtemps ce métier, mais en tout cas c'est le contrôleur de passes sanitaires. Bah oui, c'est celui qui contrôle vos passes un peu partout. C'est un nouveau métier, on en parlera avec Fanny dans quelques instants. Et puis le débat aujourd'hui, les vacances sont terminées pour certains et beaucoup ont profité de ces vacances pour se dire, mais tiens, si j'engageais une reconversion. On parlera de la reconversion, évidemment, c'est un sujet important avec un débat autour de l'offboarding d'ailleurs. C'est l'occasion bien de changer de métier et peut-être même de changer de vie. On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, faut-il envoyer des candidatures spontanées? Bah oui, la question se pose parce que c'est effectivement la fin des vacances et on se dit tiens, c'est peut-être le moment d'envoyer des candidatures. On posera la question à une experte, ce sera à la fin de l'émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son entrée dans l'entreprise, c'est important d'arriver dans des conditions favorables. C'est aussi pas mal de sortir dans des conditions agréables d'une entreprise. Et on a souvent de mauvais souvenirs quand on quitte une entreprise, ça se passe pas toujours très bien. Il y a parfois un peu d'aigreur, un peu de tension et on en parle avec Anne Cloteau. Bonjour Anne. Très heureux de vous revoir parce que vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job au mois de septembre dernier, saison 1 évidemment. Vous êtes la présidente et fondatrice de Thank You and Welcome, comme son nom l'indique, on va parler d'offboarding. Votre définition, vous êtes experte, rappelons que vous avez été DRH pendant près de 15 ans chez L'Oréal, vous venez du monde des RH. Qu'est-ce que ça veut dire le mot offboarding, moi qui n'aime pas trop les mots anglais? Alors l'offboarding, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans la période de départ de l'entreprise, à partir du moment où soit ils ont annoncé leur démission, soit il y a une négociation avec l'entreprise pour un départ, soit ils terminent leur mission en tant que stagiaire, en tant que CDD, en tant que freelance. Donc c'est l'accompagnement sur cette période de l'expérience collaborateur. Alors vous avez quitté le monde des RH pour créer en 2019 Thank You and Welcome. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est une expérience mal vécue? Vous l'avez vécu, ça, cette sortie d'une entreprise qui ne s'est pas très bien passée? Alors non, j'ai la chance de faire en sorte que tout ça se passe bien. Mes fins de poste se passent très bien. J'ai d'ailleurs de très bons contacts avec mes anciens employeurs. Déjà parce que je l'ai choisi. Déjà, ça dépend. La sortie se passe plus ou moins bien du fait qu'on la choisisse ou qu'on la subisse. Donc la nature même du départ. Donc pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai choisi juste d'aller entreprendre et de travailler mon impact sur les ressources humaines et sur l'humain un peu différemment. Alors il y a un enjeu très fort, évidemment, l'accompagnement du salarié, tant sur l'aspect psychologique, je dirais presque sociétal, que sur ce qu'il a fait et qu'il doit léguer à celui qui va le remplacer, parce qu'il y a un enjeu très fort, c'est qu'il y a parfois un vide technique et que les collaborateurs se grattent la tête pour essayer de retrouver ce qu'il avait fait, les dossiers qu'il avait rangés. Il y a un enjeu je dirais, économique. Il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu de continuité d'activité. Quand quelqu'un part, de s'assurer que ses tâches et ce qu'il faisait va continuer et du fait que les équipes ne subissent pas le départ sans qu'il y ait eu cette passation, ce passage de témoin entre deux personnes. Il y a aussi des enjeux de qualité de vie au travail pour les personnes qui restent et qui ne doivent pas perdre du temps à la fois à rechercher de l'information. Pour le manager qui perd aussi beaucoup de temps souvent à reformer la personne qui arrive quelquefois après celle qui est partie ou les collègues qui à un moment donné doivent reprendre une partie du périmètre de responsabilité qu'on découvre quelquefois après que la personne soit partie. Bien sûr. Il y a des enjeux aussi d'inclusion dans l'offboarding parce que souvent les entreprises, déjà il n'y en a que 8% qui se préoccupent réellement de cette étape de l'expérience collaborateur, mais même dans ce 8%, on se rend compte que souvent on l'adresse vis-à-vis de collaborateurs sous un statut CDI, déjà beaucoup moins dès lors qu'on parle de CDD, de stagiaires, d'intérimaires, de freelance. Or, tout le monde mérite d'avoir un accompagnement de fin de mission qui fasse que la relation et le lien perdurent dans le temps parce qu'on sait que quelqu'un qui part
peut devenir ambassadeur, futur client, futur fournisseur. Et maintenant, il y a même ce projet de recrutement boomerang qui fait qu'en France, on a quand même 15% des collaborateurs c'est un de vos chiffres qui reviennent dans l'entreprise. Qui reviennent dans l'entreprise. Il y a aussi un turnover de 15%. Ça, c'est les chiffres que vous présentez. Et parmi les chiffres qui sont dans ce livre blanc, une présentation un peu du contexte de l'offboarding, il y a aussi un chiffre qui est intéressant, c'est que 8% seulement, arrêtez-moi si je me trompe, Anne, mais des collaborateurs qui disent globalement, j'ai été satisfait de ma sortie d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même 92% de salariés, de cadres qui disent ça s'est pas bien passé, c'était triste, il s'est rien passé. C'est quoi les expériences? C'est pas tant la satisfaction que le fait qu'ils se soient sentis considérés dans le départ. Pris en charge. Exactement. Bien sûr. C'est vraiment une processus, une prise en charge, Bien une sûr. considération et une valorisation et quelque part presque même du respect dans le fait qu'on accompagne les gens jusqu'à la fin de la collaboration, voire même au-delà. Votre entreprise, votre think tank, il a une double casquette. Il y a à la fois, très concrètement, et on va rentrer dans le détail, une prise en main technique auprès de l'entreprise. Et puis, il y a aussi un volet, je dirais, on vient un peu déposer, raconter son histoire. C'est bien ça, les deux têtes du think tank? Exactement. L'objectif, c'est qu'on accompagne les entreprises dans leurs objectifs, leurs enjeux en matière d'offboarding ou d'accompagnement des collaborateurs tout au long de leur carrière sur des étapes où ils peuvent transmettre leur savoir, faire ce passage de témoins de responsabilité, de bonnes pratiques. Ils peuvent aussi, peut-être même aussi, pitcher leur poste. On propose aux collaborateurs, que ce soit à la fin de leur job, mais même durant leur collaboration avec l'entreprise. De se raconter un peu? De se raconter, de faire le récit de leur job, de leur mission, de la manière dont ils donnent du sens à leur activité. On questionne de façon tacite et explicite ce qu'ils font pour qu'ils puissent à la fois le partager en interne et après, une fois qu'ils partent, qu'ils le mettent dans leur offboarding. Et puis, je l'évoquais, il y a un volet plus technique, c'est-à-dire que vous implémentez sur l'entreprise qui va vous donner, pour être très concret, une liste des collaborateurs qui vont quitter l'entreprise, le groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que nos clients ont l'information de personnes qui soit vont partir à la retraite, et dans ces cas-là, ils peuvent faire un groupe de personnes qui vont travailler leur offboarding et leur transmission de savoir. Et là, on va faire un kick-off, on va les former, on va leur donner du sens dans l'action et on va les guider sur ce qu'ils peuvent transmettre. Et on a une plateforme digitale qui permet à l'entreprise d'inviter ces collaborateurs-là à laisser une trace de façon multimédia par de l'autocaptation vidéo, par webcam, en adjoignant de la documentation qui existe déjà dans l'entreprise ou qu'ils vont créer pour développer des processus en interne et des outils utiles ou tout simplement répondre par écrit. Et on les guide au travers de leur transmission de savoir et de ce qu'ils ont à laisser derrière eux, de telle sorte que ce soit à la fois structurant pour eux, valorisant, mais aussi que ça laisse une trace des connaissances dans l'organisation. Ce qui est intéressant dans votre démarche, parce que l'offboarding n'était pas rentré dans les mœurs il y a 10 ans, il faut le reconnaître, c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire. Il y a quand même un rapport intéressant entre le salarié et le citoyen, parce que ça raconte ça aussi, l'offboarding. Il est salarié, et si on le traite mal, si on l'accompagne mal, c'est aussi un citoyen qui consomme, qui agit, et qui peut salir l'image de l'entreprise. Bien sûr, on raisonne de plus en plus en écosystème. Ah oui. Finalement, on n'est pas juste un collaborateur, c'est comme les gens qui disent que voilà, il y a des équilibres vie pro, vie perso, il y a juste un équilibre de vie où il y a du professionnel, où il y a du personnel. C'est la même chose pour un collaborateur qui est consommateur, qui est citoyen et qui est collaborateur. Et quand on n'accompagne pas bien humainement dans le respect, qu'on ne met pas véritablement en œuvre les valeurs de l'entreprise, que ce soit en matière de considération ou il y a un de effet respect boomerang là aussi. L'effet boomerang se fera systématiquement. Un chiffre, peut-être pour terminer notre échange, les 15% de turnover en France. Alors moi, quand j'ai lu ce chiffre brut, je me suis dit, mais c'est un chiffre impressionnant. Alors vous qui êtes une spécialiste, une experte, vous dites non, pas spécialement. Ça va peut-être progresser encore le turnover. En France, il y a 4,5 millions d'offboarding, donc 9 millions de personnes entre celui qui arrive et celui qui part concernées par an. C'est 15,1% en 2018 dans les statistiques, mais on fait partie des taux les plus faibles des pays développés. C'est notre modèle, ça. Et on sait que c'est une tendance un peu à la hausse dans les années à venir, donc c'est quelque chose sur lequel les entreprises n'auront pas le choix de travailler cet accompagnement pour faire en sorte justement qu'il y ait une création de valeur, qu'elle soit plus performante et qu'il y ait une meilleure qualité de vie au travail pour les collaborateurs. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là depuis 2015, vous avez progressé, vous avez 3 collaborateurs. L'offboarding est en train de rentrer, je dirais, dans le cerveau des RH. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? C'est quoi les prochains objectifs? Il y a encore un peu à évangéliser sur le système. C'est ça. L'onboarding est très connu, l'offboarding beaucoup moins. Et pourtant, il apporte beaucoup à l'organisation.
Il y a de plus en plus de sociétés qui viennent à nous pour découvrir, pour voir ce que l'on pourrait faire. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire pour aller le développer au sein des entreprises. Et ce n'est pas réservé juste aux grandes entreprises. Il y a tellement de savoir invisible, de savoir d'expertise ou tout simplement des expériences de collaborateurs qui sont extraordinaires dans les ETI et les PME qu'il faut vraiment le déployer de la façon la plus large possible au sein des organisations, publiques comme privées. Il faut le redire, hein, c'est aussi une perte d'expérience et de savoir-faire d'une personne qui avait un poste depuis 20 ans, et je ne parle pas que des métiers manuels, mais aussi une technologie, une manière de travailler qui disparaît quand la personne part. C'est quand même un vide pour l'entreprise. Donc c'est important d'en capter une partie, j'imagine. Ce qu'on appelle les pratiques ingénieuses aussi. Exactement. Il y a de l'expertise, il y a de la pratique ingénieuse, et ce partage de bonnes pratiques, il se fait soit avec des communautés de pratiques qui se développent aussi de plus en plus, et on les accompagne nous aussi avec la plateforme, soit au travers, de façon plus individuelle, d'offboarding ou d'accompagnement à la transmission des savoirs et à la valorisation des expériences. La valorisation. Merci Anne Cloteau d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. Après cette année de disette, vous êtes revenue nous voir et ça a été un vrai plaisir. Présidente fondatrice de Thank You and Welcome, c'était l'offboarding et c'est votre sujet. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, eh bien, c'est notre nouvelle rubrique Smart Philo, comme son nom l'indique évidemment, les philosophes prennent la parole dans l'émission. C'est intéressant, c'est un pas de côté. La façon dont les mots des philosophes imprègnent la vie de l'entreprise. Vous qui y travaillez, c'est tout de suite et c'est Smart et Philo. Smart Philo, retour arrivée d'une nouvelle rubrique dans notre émission. Chaque semaine, un philosophe viendra nous parler, nous faire peut-être prendre un peu de hauteur sur des sujets qui sont traités dans l'actualité économique et peut-être ferons-nous un pas de côté avec eux. J'accueille Jean Mathieu aujourd'hui exceptionnellement. Il est en webcam avec nous. Je le salue. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud, ravi d'être avec vous. C'est un vrai plaisir parce que vous allez inaugurer une première rubrique, le premier invité de Smart Philo. Vous êtes à la tête de Noéthique Biz. Je rappelle que vous avez reçu le prix d'innovation en 2013 de la ville de Lyon et vous avez fondé cette agence et vous êtes philosophe. C'est intéressant d'avoir les mots d'un philosophe sur des sujets que l'on traite parfois dans l'actualité économique et tout simplement dans l'actualité tout court. Là, aujourd'hui, ça va faire écho à la chronique de Fanny Griesmer d'hier. Il y a le débat de pourquoi revenir sur site. Bon, évidemment, qui fait écho au sujet de télétravail et au fait que certains de vos clients, d'ailleurs, si j'ai bien lu, sont déjà dans des modes hybrides, 2 jours, 3 jours, 2 jours dans l'entreprise, 3 jours chez eux et inversement. Pourquoi revenir sur le site, Jean-Mathieu ? Ah, ma foi, c'est la vraie question, la vraie bonne question. Et moi, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour vous échanger avec vous, sur ce point, mais j'ai envie de dire 3 points. Pourquoi revenir au travail ? Au fond, premièrement, évidemment, on va dire être ensemble. On va dire retrouver les collaborateurs. Sauf que parfois, certains me disent ouais, mais moi, c'est bien joli les collaborateurs, mais en fait, il faut que je m'avoue la vérité, c'est que je suis plus productif tout seul. Et donc on a comme ça une petite dispute, si je puis dire, entre ceux qui se préfèrent, et osent peu le dire, se préfèrent tout seuls pour bosser, pour travailler, pour être productif, et les autres qui ont besoin des autres, qui carburent à la présence des autres pour travailler. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que évidemment, on ne peut contenter tout le monde. Là, moi, ce que j'entends depuis ma place de philosophe d'entreprise, vous l'avez dit, c'est qu'au fond, il y a encore trop de personnes qui ont peur de revenir au travail parce qu'ils ont peur de leur manager. Ou plus exactement, ils ont peur d'être managés à l'ancienne, un petit peu à la micro-management. Voilà le premier point que je voulais partager avec vous et qui a une espèce de rapport d'étonnement qui peut sembler un petit peu potache, mais en fait il est réel. Au fond, on a toutes et tous appris que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. En fait, moi ce que j'entends depuis ma place, c'est ma liberté commence là où s'arrête celle de mon manager. Et c'est ça qui ne va pas. C'est ça qu'il faudrait renverser. Alors on a un tas d'autres propositions philosophiques, parmi lesquelles il y a ma liberté s'accroît à partir du moment où s'augmente celle de l'autre. Et finalement, c'est cette vision-là de la liberté qu'il faudrait mettre en exergue et que, fort heureusement, d'autres managers vivent évidemment avec leurs collaborateurs, mais que j'ai envie de partager avec vous au fond, c'est est-ce que, en revenant au travail, je me donne assez de liberté pour en donner aux autres ? Voilà au fond une question que j'ai envie de qualifier de managériale, même si elle n'est pas que managériale, puisqu'elle est existentielle. Après tout, on parle de liberté, bel et bien.
Mais voilà, si vous voulez, ce que je voulais partager avec vous pour commencer, déjà, c'est au fond, si je reviens au travail, eh ben, c'est pour être davantage libre. Voilà le paradoxe. C'est-à-dire, on va dire, non, bah attends, tu reviens au boulot, tu reviens, d'ailleurs, je viens de faire moi-même un lapsus, puisque c'est pas revenir au travail, mais revenir sur site, la question actuellement. Et d'ailleurs, dans mon lapsus de revenir au travail, il y a tout le problème. Est-ce que quand je reviens sur site, je reviens à des contraintes, ou est-ce que je reviens à de la liberté ? Et en fait, en bon philosophe que je suis de base, on a toutes et tous appris, nous les philosophes, qu'en fait il n'y a pas de liberté sans contrainte, que c'est un leurre, et que donc il faut savoir composer avec les contraintes, et que donc précisément, ça va mieux en le disant, est-ce que je suis capable de parler moi, salarié, collaborateur lambda, ou moi manager, ou moi top manager, est-ce que je suis capable d'en parler à mes collègues de ça, est-ce que je suis capable de parler des contraintes qui sont les nôtres, et est-ce que je suis assez OK en moi-même, si je puis dire, pour donner du sens à ces contraintes, puisqu'encore une fois, on est libre qu'à la condition d'être contraint. Et malheureusement, nous avons fait toutes et tous expérimentation de l'indépendance. Jean, c'est intéressant, c'est cette idée d'ailleurs de revenir au travail qui fait d'ailleurs écho au débat du télétravail, parce que finalement, tout ça a été mêlé, son lieu de vie est devenu son lieu professionnel et vice-versa. Finalement, c'est quoi ? C'est un faux problème avec une vraie question qui est posée à travers ça ? Oui, je crois qu'effectivement, s'il y a une des vertus de la philo, c'est précisément de chercher les faux problèmes et de chercher les vrais débats et les vrais enjeux. Je crois qu'au-delà de la partition de la question du travail hybride, puisque nous vivons d'emblée dans un monde hybride, nous vivons d'emblée dans un monde connecté, donc le télétravail n'est qu'une extension de cette réalité que nous vivions déjà toutes et tous quasiment auparavant, d'être des êtres hybrides connectés. Bon. Mais au-delà si vous voulez, d'une opposition un peu stérile entre allez, il faut faire confiance aux collaborateurs, il faut les laisser aller travailler chez eux. Ou alors, à l'inverse, d'autres qui vont penser que, en fait, non, si on laisse trop d'indépendance aux gens, eh bien, ce n'est pas bon pour eux. Vous savez, ça, c'est des convictions fortes, mais qui sont philosophiques, qui sont métaphysiques. Je peux penser en moi-même que si je ne te laisse pas assez de liberté, en fait, tu vas en faire n'importe quoi, et inversement. Bon, donc, il y avait deux clans. Il y avait, laissons-les tranquilles, les collaborateurs, faisons leur confiance, ils vont travailler depuis chez eux. Et puis vous aviez l'autre clan qui disait non, attendez, c'est un peu risqué de laisser autant d'indépendance, les gens ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de contraintes avant tout, et donc non, il vaut mieux leur donner du cadre, et pour leur donner du cadre, rien de tel que de revenir au travail. Finalement, au-delà de cette opposition un peu stérile, je crois qu'il y a une question qui fait mal pour chacune d'entre nous, entrepreneurs, dirigeants, cadres ou pas cadres. La question c'est, au fond, à quel moment et comment nous créons de la valeur ensemble ? Et à quels endroits de l'entreprise ? Est-ce que c'est quand je suis chez moi ? Ou est-ce que quand je suis dans l'usine ? Ou est-ce que c'est quand je suis dans ma boîte que je crée de la valeur avec les autres ? Au fond, on n'ose pas assez se poser la question du travail réel ensemble. Et le travail réel ensemble, c'est quoi, Arnaud ? Eh bien, c'est tout simplement, est-ce que je suis capable de créer de la valeur avec les autres ? C'est ça, parmi les bonnes questions, à mon avis, qu'il faut qu'on ose se poser. Juste, il nous reste une minute, Jean, évidemment, quand on donne la parole aux philosophes, évidemment, les philosophes, ils parlent, ils développent, ils génèrent des concepts. La question, c'est la question de ce qu'on veut partager, finalement, dans l'espace de travail, c'est ce qui a un rapport, évidemment, à la liberté. Exactement, c'est tout le sujet. Pour moi, c'est l'espace de travail deviendra-t-il réellement un partenaire de l'intelligence collective ? Et je parle bel et bien d'intelligence collective, qui serait un sujet philo en soi et un sujet business en soi, mais au fond, on est tous et toutes confrontés d'un seul coup à une question centrale. Est-ce qu'on croit vraiment en l'intelligence collective, c'est-à-dire en la capacité à créer de la valeur ensemble ? Et est-ce que notre espace de travail, eh bien, il développe cette idée, il permet cette idée, il la facilite, ou bien est-ce qu'il en empêche ? Voilà une question à la fois pour nos managers, nos dirigeants, mais aussi pour les aménageurs d'espace. Merci Jean, vous avez été parfait, vous êtes resté dans les temps. C'était un plaisir de vous accueillir pour cette première rubrique Smart Philo Jean Maty à la tête de cette agence Noétique Biz, parce que vous apportez justement ce regard philosophique auprès des chefs d'entreprise, des dirigeants, et puis tout simplement auprès des salariés pour nous faire regarder peut-être l'entreprise d'une autre manière. À très très bientôt Jean, à très bientôt et merci d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, tout de suite c'est la chronique de Fanny Griesmer et sa célèbre pause café. Elle nous parle d'un nouveau métier, ceux qui contrôlent le pass sanitaire. Eh oui. Bismarck.
On revient sur Terre avec la pause café. La philosophie, c'est intéressant de regarder, évidemment, en faisant un pas de côté. Là, on va vraiment être les pieds sur le terrain avec un nouveau métier, Fanny. Eh oui. Alors, je ne sais pas s'il va durer très Même longtemps, à l'approche ce métier. des gares, des centres commerciaux, des musées. C'est vrai qu'on a peut-être, je ne sais pas si vous en avez eu un dans votre entreprise, un Chief Covid Officer. Il y a eu aussi les traceurs Covid. Eh bien, j'ai trouvé un nouveau métier, et vous le connaissez aussi, que la pandémie a fait naître, celui de contrôleur de passe sanitaire. Alors, c'est vrai que depuis l'entrée en vigueur de ce fameux passe qui conditionne l'accès à certains lieux, condition le parcours vaccinal complet ou un test négatif, eh bien, beaucoup d'entreprises ont dû embaucher du personnel supplémentaire pour vérifier le sésame de leurs clients ou visiteurs. Un nouveau besoin et donc un nouveau métier qui recrute à tour de bras. Résultat, les offres d'emploi fleurissent sur les sites d'intérim et de recrutement. On aura une entreprise peut-être qui viendra dans Smart Recrutement nous présenter Très vite, ces recrutements. On a parlé des trains, il y a la sécurité en première ligne. Notamment, mais c'est vrai que, globalement, depuis le 21 juillet, il faut montrer patte blanche ou plutôt QR code vert pour se faire une toile, une expo. Prendre un verre en terrasse, monter dans un train, entrer dans un hôpital, c'est depuis le 9 août. Parfois aussi, pour faire son shopping dans un grand magasin. L'obligation a fait naître donc ce nouveau besoin, celui de contrôler les accès et les entrées. Alors pour être sûr de bien pouvoir les vérifier, de nombreuses entreprises ont dû embaucher, car de nombreuses structures n'ont pas la possibilité ou n'envisagent pas du tout de confier la responsabilité du contrôle des passes à leurs salariés. Le besoin s'est créé au même moment, je vous parlais du 21 juillet et du 9 août, si bien que parfois il est difficile de recruter compte tenu, je vais y arriver, de la forte demande. Alors c'est vrai que quand on parle de contrôle d'entrée et lorsqu'on pense au risque de tension lors des contrôles, on imagine que la mission relève naturellement du secteur de la sécurité privée. Alors le secteur est déjà sous tension. La loi pour une sécurité globale adoptée en mai dernier n'a pas arrangé vraiment les difficultés en termes de recrutement que le secteur connaissait par ailleurs. Les candidats à un métier dans la sécurité doivent désormais avoir un titre de séjour d'au moins 5 ans. C'est une obligation qui priverait le secteur de 20% de ses candidats, selon Cédric Paulin, le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Alors c'est vrai que ces entreprises sont actuellement sur le pied de guerre, elles fournissent énormément de vigiles pour tous ces lieux, mais juridiquement rien n'interdit de proposer un poste de contrôleur de passe sanitaire à des personnes qui ne sont absolument pas qualifiées. On pense notamment aux étudiants. Alors c'est vrai qu'on voit en ce moment les offres d'emploi qui foisonnent sur les sites de recrutement. Je suis allée faire un tour ce matin même sur le site de Pôle emploi où on peut trouver une 50aine d'offres sur le site aux 4 coins de la France. Alors, salaire qui est salaire peut postuler déjà. Bon, là vous avez déjà éliminé 18 ans. Il faut être soi-même. Ça semble logique, détenteur du pass sanitaire. Puis il faut faire preuve également un petit peu de pédagogie. Alors il faut savoir que la mission peut être délicate avec des clients qui peuvent être surpris ou agacés, pour ne pas dire énervés, de se faire refouler faute de passe valide. Plus que des compétences, ce sont donc des soft skills qui peuvent faire la différence au moment du recrutement. L'agence Région Job a d'ailleurs édité une liste des qualités à mettre en avant au moment de postuler. Globalement, il faut être plutôt calme, être à l'aise avec le public. On doit faire preuve de patience, d'empathie, de sang-froid. Il faut être ponctuel, bien sûr, aimer travailler en équipe, avoir de bonnes qualités relationnelles. Il faut être patient, résistant, avec un goût pour le contact et les relations humaine, voilà qui est dit. En tout cas, de la patience et de la résistance, il se pourrait effectivement que les candidats en aient bien besoin. Les entreprises cherchent avant tout des personnes qui vont accueillir du public, de la clientèle. Alors, pour ces contrôleurs du pass sanitaire, il faut rappeler qu'un QR code est nécessaire pour entrer. Parfois, il faut aider aussi certaines personnes à le retrouver dans leur téléphone. Donc, il y a aussi ces personnes qui ne veulent pas forcément présenter leur pass, polémique aussi, sur la situation et qui vont au-delà du poste. Ça peut être tendu, Ça peut être très très tendu. Et puis une fois recruté, il va falloir apprendre à se servir de l'application Tous Anti-Covid Vérif. C'est cet outil qui permet de scanner les QR codes, de vérifier que le client peut entrer ou non, sachant que la CNIL exige que tous les contrôleurs soient formés en bonne et due forme à cette application. Formation qui incombe
à l'employeur. Alors on voit depuis quelque temps des instituts privés qui proposent depuis peu des titres de contrôleur de passe sanitaire moyennant une 50aine d'euros, voire plus. Alors il faut se rappeler que ce titre n'est absolument pas nécessaire pour exercer le métier de contrôleur de passe sanitaire. Alors niveau salaire, c'est vraiment à la base de la base. Les contrôleurs sont rémunérés au SMIC. En même temps, c'est pas non plus très compliqué. 1 € net mensuel. Oui, est-ce qu'il y a une prime de risque? Je ne sais pas, mais il faudrait y penser. Et Martiaux demandait 8 € et 12 centimes net de l'heure. La question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que ce métier est amené à disparaître aussi vite qu'il a été créé? L'avenir nous le dira, mais effectivement, c'est surtout savoir quand est-ce que le pass sanitaire prendra fin. Pour l'instant, sur les sites de Pôle emploi, on voit surtout des CDD d'1 à 3 mois à temps partiel ou à temps plein. J'imagine d'ores et déjà que ces CDD seront potentiellement renouvelables. Oui, ça serait un mauvais signal de voir des CDI, puisque ça voudrait dire que le Covid est là pour... Et qu'on aura toujours un pass sanitaire. Et un pass sanitaire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Merci Fanny. Peut-être qu'il faut demander aussi les arts martiaux ou quelques connaissances en karaté. Peut-être qu'il faudra agrémenter. Sport de combat, c'est un vrai sujet. Merci Fanny d'être venue nous parler de ce nouveau métier. On fait une courte pause, on s'intéresse à la reconversion. Alors c'est un sujet évidemment dont on parle depuis des années, mais il a pris toute son importance avec la crise Covid, parce que les vacances, la crise Covid, certains collaborateurs, certains salariés ont décidé de se reconvertir. Comment ça marche? Comment éviter les erreurs? Est-ce que c'est pas plus facile à dire qu'à faire? Ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup aimeraient se reconvertir ou changer de vie et peu franchissent le cap. On en parle avec des experts juste après cette courte pause. Le cercle RH avec nos invités, le débat de Smart Job aujourd'hui, la reconversion. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers mois parce que la crise Covid a peut-être fait réfléchir plus intensément les salariés, les cadres qui ont pour certains d'entre eux envie de changer de métier, voire même de changer de vie. Alors ils en parlent beaucoup, ils l'évoquent, mais c'est vrai que c'est parfois très compliqué de franchir le pas. D'abord parce qu'il faut le financer, la reconversion se finance, et puis évidemment il faut changer sa vie, ses habitudes, et parfois le confort dans lequel on évolue. C'est un débat de fond. On en parle avec mes invités, puis il y a eu les vacances aussi, évidemment. Les vacances, c'est un moment propice pour se demander si ce que l'on fait a toujours du sens. Mes invités sont avec moi. Ludovic de Gromard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, cofondateur et CEO de Chains. Je dis Chains parce que tout ça, l'aventure entrepreneuriale a démarré dans la Silicon Valley, c'est bien ça, hein? Absolument. Merci beaucoup de votre invitation. Et vous êtes revenu en France pour développer, et on va en parler avec vous, tous ces parcours, ces accompagnements des collaborateurs. Merci d'être là. Sylvaine Pasquale, merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice d'Itac Coaching, spécialiste de la reconversion professionnelle. Avec un peu d'humour en préparant l'émission, vous me disiez, on en parle beaucoup, les salariés en parlent beaucoup, mais on ne sait pas exactement combien et réellement franchissent le pas. Ce livre qui est sorti chez Vuibert, Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail, parce que évidemment ça renvoie à la question du sens. Question double et la même pour tous les deux, vous êtes des experts de ce sujet. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une recrudescence des reconversions liées à cette crise Covid que l'on vit maintenant depuis 1 an et demi? Est-ce que vous le ressentez à travers tous ceux qui poussent la porte de vos entreprises? Qui veut commencer? Sylvaine? Alors, ce qu'on ressent, c'est une augmentation considérable de l'intérêt pour la reconversion. Vous le disiez tout à l'heure. Ce qui a changé dans l'intérêt pour la reconversion, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent au sens de leur vie et plus non uniquement au sens de leur vie professionnelle. Et du coup, se questionnent sur quelle place pour le travail à l'intérieur de la vie tout court. Donc cet intérêt pour la reconversion, il a considérablement augmenté. On le voit, il y a énormément de gens qui cherchent à réfléchir à leur désir de reconversion. Qui cherchent à réfléchir. On n'est pas dans « je bascule », je cherche à réfléchir. Certains y réfléchissent, pas tous d'ailleurs. Certains y réfléchissent, mais se reconvertissent-ils derrière? Pas nécessairement. Toujours. Et ce qu'on remarque, c'est surtout une forte augmentation des gens qui, justement, ont un désir de reconversion, mais derrière ne se reconvertissent pas. Et donc restent dans l'espace dans lequel ils évoluent en se disant qu'il y a un cas, après tout, je vais bien m'habituer à ma situation. Oui, ou alors je peux modifier certaines choses qui vont être suffisantes pour que je retrouve un minimum de sens ou de plaisir. Juste, je donne la parole évidemment à Ludovic de Gromard. Est-ce que c'est un problème souvent de bien-être ou de mal-être au travail qui pousse à la reconversion? Assez fréquemment. Fréquemment? Oui. On se sent mal,
mal. On se sent mal, ça peut être toutes sortes de mal-être, hein. Ça peut être de l'ennui, ça peut être du manque de stimulation intellectuelle, ça peut être un ras-le-bol général, ça peut être un milieu qui n'offre plus de perspectives suffisantes, ça peut être plein de choses. Un désintérêt, un métier qui a changé aussi, on voit ça beaucoup, des métiers qui ont évolué et qui du coup ont perdu de leur sens pour les gens qui les exercent. Et des métiers qui, certains, disparaissent. Ludovic de Gromard, je racontais votre aventure entrepreneuriale, parce que vous êtes soutenu par Google, vous avez fait des levées de fonds. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune entrepreneur décide de se lancer sur ce terrain-là, c'est-à-dire l'accompagnement, le coaching? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce qu'il y a plein d'autres domaines quand on entreprend, qui sont des domaines qui permettent de se développer et de faire prospérer son entreprise. Pourquoi ce choix? Écoutez, chaque jour, on a des centaines de personnes qui nous contactent et qui vont sur le site de Chance et qui nous disent ne plus se sentir alignés avec qui ils sont. Ne plus sentir que les choix qu'ils avaient faits au préalable sont aujourd'hui, potentiellement étaient les bons choix hier, mais ne sont plus aujourd'hui le bon choix pour elles. Qui nous disent, en fait, subir ce qui a été dicté de l'extérieur d'un environnement familial, amical, d'un environnement qui, finalement, les a contraints. Fais ton droit et tu feras du théâtre ensuite, quoi. Bien évidemment. Non, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et puis, il y a une soif de liberté derrière. Donc, c'est cette soif de liberté qu'on retrouve, non pas uniquement, comme on voudrait le dire, chez des populations cadres, mais en fait, de manière très généralisée dans la population. Et donc, c'est pour ça qu'est née Chance, pour permettre à tout un chacun qu'en fait, son passé ne dicte pas son futur. Donc pas de déterminisme finalement. On a le droit à une deuxième vie, à une troisième vie. C'est un peu ça que vous dites. C'est possible. Oui. Et c'est la tendance en fait. Si vous voyez y a des chiffres qui viennent du ministère du Travail américain qui disent que désormais les gens vont changer de travail 12 fois. Les gens qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail vont changer 12 fois. On était en France à 4 fois, on nous disait 4 fois en France. On est en très forte accélération. C'était votre père ou votre mère qui faisait sa carrière chez Renault. Et qui n'en bougeaient pas. Qui font des carrières chez Renault. Il y en a encore quelques-uns, mais si vous regardez les jeunes générations, au bout de 2 ans, ils changent de boulot. Et on a d'ailleurs un chiffre intéressant d'une étude qu'on a menée avec YouGov en septembre 2020, dit que 40% des jeunes de moins de 34 ans pensent à déjà changer d'orientation professionnelle. Mais attendez, pour aller un peu au fond des choses, on parle du déterminisme familial, puisque c'est la chose à laquelle on pense, mais est-ce qu'il y a un problème d'orientation? C'est-à-dire que ces jeunes qui ont moins de 34 ans sont partis sur une filière parce que quoi? Mal orientés? Parce que mal informés? Qu'est-ce qui fait que aussi rapidement ils changent de chemin? Ou parce que le monde bouge vite? Pourquoi? Quel est ce phénomène? Alors, il y a certainement plein de raisons à ça. C'est vrai qu'il y a une forme de déterminisme. C'est exactement l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Hein. Chez moi, on disait tu seras médecin, ingénieur ou avocat. Des vrais métiers, quoi. Voilà. Ça reste encore très vrai aujourd'hui. On pousse beaucoup vers des études très normées, la voie royale, prépa, etc. Maintenant, on a rajouté un peu derrière, tu montes ta start-up. Mais ça reste quand même très, très, très normé comme ça. Parfois c'est les bons choix, parfois c'est pas les bons. On voit en prépa, j'étais prof en prépa avant ma propre reconversion. Vous aussi, donc vous avez... Oui, absolument. Et on voit toujours en prépa des jeunes qui sont très heureux d'avoir fait ce cursus-là, même s'il est très difficile, qui ont appris des choses... Prépa lettres prépa scientifique. Scientifique, voilà. Qui ont appris des choses qui les ont passionnés. Et c'est pas pour autant derrière qu'ils vont nécessairement se retrouver dans le monde du travail tel qu'ils le découvrent, et qui a aussi beaucoup évolué. Et puisqu'on parle des ingénieurs, les jeunes ingénieurs qui débarquent dans le marché du travail se retrouvent parfois confrontés, tout en étant très diplômés, à des situations dans lesquelles ils sont sous-utilisés, dans lesquels ils s'ennuient énormément, ou alors inversement, d'autres types d'ingénieurs qui se retrouvent dans des entreprises où ils deviennent du fourrage à entreprise à bosser 80 heures par semaine pour des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens à leurs yeux. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent mener à cette espèce de... Qu'est-ce que vous leur apportez, Ludovic de Gromard? Parce que Chance, je le dis, est soutenu par Google, vous avez un comité scientifique, vous réfléchissez finalement au Gilles de Rebien, ancien ministre de l'Éducation nationale, des gens qui pensent l'éducation, qui pensent le monde de demain, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur apportez à vos clients, concrètement? D'abord, une méthode. Donc, si je vous décris ce qu'est Chance, c'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes. Le travail? Pas la vie, hein. Vous n'allez pas jusque-là. Je vais même vous définir le travail. Non, mais il y a un débat. Chacun veut changer de vie, pas de travail. Qui sont deux sujets qui sont liés et qu'il faut analyser ensemble.
Donc c'est un parcours de 30 heures qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez 23 heures de ce qu'on appelle de l'auto-coaching, donc du coaching à faire seul sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, qui sont entremêlés avec 7 à 9 heures de vidéo-coaching avec un ou une coach professionnelle en vidéo, qui sont choisis pour vous sur la base de votre personnalité. Et donc, les deux sont entremêlés, c'est-à-dire que vous avez 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching, 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. Et la métaphore pour vous permettre d'imager ce qu'est chance, ce serait la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'on fait faire par la machine, en fait, par l'auto-coaching, tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, c'est-à-dire les équivalents des IRM, des scanners, des radios, etc. Et ça vient nourrir par la data le ou la coach professionnel, qui donc peut intervenir de manière très précise. Très affinée. Tout à fait, ce qu'on appelle laser focus coaching, à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne, sur, pour le coup, ce que seul l'homme avec un grand H peut faire. Et certainement pas la machine, Donc, c'est-à-dire naviguer la finesse de la psychologie humaine, travailler sur une peur. Vous mêlez l'humain et la technologie, pour le dire... On mêle l'humain et la technologie pour essayer d'accompagner les gens au mieux jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à leur entrée dans un travail qui est davantage aligné avec qui ils sont. Vous vous emboîtez bien sur ce plateau, parce que je vous ai vu sourire, vous êtes prof de prépa, vous avez vous aussi transformé. Vous vous y retrouvez dans l'idée qu'on puisse marier une technologie, c'est-à-dire de la data, pour être encore plus précis au moment du scalpel, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on ne se trompe pas, quoi. Je veux dire, on affine jusqu'au bout pour répondre. Quelle est votre méthodologie, la vôtre, Sylvaine? Alors, moi, je suis un peu l'antithèse. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi justement qu'il y a différents besoins et qu'il y a différentes façons d'y répondre. Et je suis vraiment à l'autre bout de la ligne, puisque moi, je fais les choses de manière très, très artisanale, et avec mes clients, on met tranquillement, en prenant son temps, nos doigts dans le cambouis de ce qui se passe dans leur tête, pour trouver justement les manières dont on va aligner tout ça, bon, pour un résultat qui est similaire évidemment, mais avec une méthodologie qui est très différente. Moi d'ailleurs, je suis plutôt sur une approche qu'une méthodologie, dans la mesure où je n'ai pas de programme normé qui est le même pour tout le monde. C'est ça, vous l'adaptez pour chaque... Exactement, ça s'adapte au cas par cas et au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc j'ai un certain nombre de dimensions. C'est de la cuisine fait main, quoi. Oui, c'est ça. J'ai un certain nombre de dimensions qu'on explore avec tout. Et vous avec allez tous les l'adapter clients. à chaque personne. Et tout ce qui est fait à l'intérieur de ces dimensions-là est adapté. Mais juste une question, et je donne la parole, parce que c'est intéressant, là, il y a un débat qui s'installe entre l'idée de la data qui peut venir accentuer, augmenter, je dirais, la qualité de la formation, mais ceux que vous rencontrez, votre satisfaction, c'est quoi au bout, Sylvaine? C'est de vous dire, j'ai réussi à lui faire sa reconversion, ou parfois vous dites, j'ai bien fait de ne pas lui dire de se reconvertir. Comment ça se passe, ça? C'est quoi votre objectif final? Moi, je ne leur dis pas de se reconvertir ou pas. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif là-dedans. Je prends un plaisir immense à comprendre comment les gens fonctionnent. C'est ça. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire dans mon métier, c'est que mes clients m'offrent la possibilité d'aller observer comment ils fonctionnent. Et ça, je trouve ça... C'est des moments que je trouve assez extraordinaires. La patte humaine, l'humain. Et du coup, si vous voulez, moi, je me garde bien d'avoir des objectifs pour mes clients, parce que ce ne serait pas très coaching dans l'ensemble. Mais en revanche, voilà, je prends beaucoup de plaisir à observer. Les gens sont merveilleusement complexes et intéressants. Et de comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça construit une architecture qui est un petit peu unique, qui parfois peut paraître contradictoire ou bizarroïde de l'extérieur, mais qui répond à sa propre logique. À la logique intérieure de l'être humain. C'est passionnant et moi je me régale de ça. Luc de Gromard, vous vouliez réagir? Parce que vous voyez, il y a un débat, parce qu'il y a l'idée que pour chaque personne qui passe face à vous, on adapte. Vous vous dites, j'ai de la data, j'ai de l'auto-coaching. Qu'est-ce qu'elle apporte, la data? Parce que c'est un grand débat. C'est un grand débat. Le premier élément, je pense qu'il est absolument fondamental de personnaliser. Et Chance est en aucune façon une industrialisation de l'accompagnement. Vous parliez de calme, d'approcher et de comprendre en profondeur les gens. C'est précisément ce qu'on fait. Et l'utilisation de la tech et de la data permet une personnalisation qui est extrêmement forte. Je vais y revenir. Est-ce que la technologie est capable d'embrasser la complexité du monde du travail aujourd'hui, seule? Ou l'intelligence artificielle? Non. Non. Est-ce que, par contre, l'homme est capable de se faire seul? Je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire non. De la même manière. Et donc, là où il y a un intérêt, par exemple, de la technologie, c'est de pouvoir analyser des sets de data qui sont calculables par l'homme, mais avec un temps qui serait gigantesque. Et grâce à la machine, elle est calculée. On est capable de le faire de manière automatisée, ce qui vient enrichir et donc augmenter
les échanges avec le ou la coach professionnel. C'est-à-dire, excusez-moi, pour être concret, on a un petit tableau de bord concret qui, grâce aux data et au coaching humain, parce qu'il y a quand même des coachs, permet d'avoir quoi? Un portrait robot de celui qui est passé, je dirais, entre vos mains, et vous allez l'orienter. Comment ça se passe concrètement? Vous avez toute une plateforme qui est accessible par les talents, qui les suit tout au long du parcours et même à l'issue. Et certains de ces points de données sont accessibles par les coachs. Et donc, tous ces sets d'activités qui sont des activités interactives, qui sont des tests, qui sont des vidéos, qui sont des séances de méditation, qui sont des micro-podcasts, qui sont des activités à réaliser avec des personnes de votre entourage, qui permettent de recueillir des retours sur toutes ces datas sont organisées pour vous permettre, vous, talent, d'être aux commandes, accompagné par votre coach, d'une série de décisions que vous allez réaliser, qui, in fine, permettent de réaliser la décision professionnelle qui est la vôtre. Et donc, sur le point de la personnalisation, oui, c'est le cœur de ce qu'on fait, à la fois par la partie humaine, par son augmentation et par ce qu'on appelle l'adaptivité qui est autorisée par l'utilisation de l'auto-coaching. Et deux, là où on a peut-être une approche un tout petit peu différente, c'est que dans le coaching, il y a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qui est un parti pris du coaching. Et là où, avec Chance, on a une approche un tout petit peu différente, c'est que, bien sûr, on est là pour faire accoucher la personne. Mais vous allez au-delà, vous. Mais c'est pas tout à fait. C'est qu'on ne s'engage en aucune façon à forcer une reconversion. On n'est pas une boîte de reconversion d'ailleurs. On est une boîte d'orientation professionnelle. Par contre, ce sur quoi on s'engage, c'est d'inciter la personne et d'accompagner la personne à réaliser une décision in fine. Alors, et ça, c'est fondamental dans le... On est bien d'accord que chez moi aussi. Hein. On est bien d'accord que chez moi aussi, à l'arrivée, ce qui est évidemment garanti, c'est que la personne, à l'arrivée, va prendre une décision qui est une vraie décision. Choisir de ne pas se reconvertir. C'était ma question tout à l'heure. C'est parce qu'à côté de ça, on a décidé d'implémenter un certain nombre de changements dans sa façon de travailler qui vont rétablir suffisamment on va mettre le mot de plaisir au travail dedans, de façon à ce que ce soit tout à fait acceptable. Moi, je crois que de toute façon, c'est pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas... opposé. On n'est pas opposé. Non, je pense que c'est simplement le fait que... Et c'est intéressant. C'est la méthodologie technique. C'est le fait que aujourd'hui, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs façons de s'y prendre, parce que clairement, parmi mes clients, il y en a beaucoup qui ne seraient pas du tout intéressés, et inversement. Et du coup, ça permet d'avoir des réponses multiples à des envies multiples chez différents candidats à la reconversion. Une question, vous qui avez le thermomètre finalement chez ces salariés qui bougent, qui veulent changer, qui perdent du sens, ils veulent aller vers quoi? Est-ce qu'on a comme ça des typologies? Est-ce qu'il y a des salariés, pour la plupart, j'imagine ils sont salariés, disent je ne veux plus revenir dans l'entreprise parce qu'on l'évoque, les managers, parce que le monde du travail, toutes les questions qu'on évoque sur ce plateau, ou est-ce qu'ils vous disent moi je voudrais juste me reconvertir dans un métier plus agréable, et auquel cas ils restent dans l'entreprise? C'est quoi les typologies de reconversion? Chez Chance, on définit un travail, on parlait du sujet du travail, par 4 piliers, qui sont 1, un métier, 2, une finalité, 3, un environnement de travail, et 4, vos impératifs de vie, qui sont des impératifs financiers. Il faut que je gagne un minima temps pour pouvoir rembourser un emprunt, par exemple. 2, géographique. Il faut que je sois dans telle zone géographique parce que je suis en garde partagée, et donc si je veux voir mes enfants, il faut que je sois là. Et 3, horaire. Il faut que je puisse récupérer mes enfants à la crèche tel jour. Lié au point 3. Donc, ça, c'est une matrice de définition d'un travail pour une personne. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parlais de ça? Parce que à la fin du parcours Chance, on a 40% des talents qui font ce qu'on appelle une reconversion totale ou une reconversion complète, c'est-à-dire changement du pilier métier, à minima. On a 40% des talents qui font une réorientation, une reconversion partielle, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de métier, d'activité. Donc si c'était designer, ils restent designer, mais ils changent à minima un des autres piliers de finalité. Qu'est-ce qu'ils servent par leur activité d'environnement de travail. C'est pas une révolution complète. Exactement. D'accord. Et ensuite, les 20% restants, et vous en parliez tout à l'heure, qui sont le rechoix. Et le rechoix conscient, c'est-à-dire après analyse de est-ce que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, après une introspection puis une exploration méthodique des autres pistes, il se trouve après tout que c'est la bonne chose pour moi, avec modulo une petite chose qui est souvent, il s'agit d'un petit décalage RH
avec son manager, sa manager, avec une personne au travail. Donc c'est un problème d'environnement proche d'un manager qui a pu être identifié dans le coaching, qui peut être réglé. Et puis le dernier élément, je terminerai là-dessus. On ne détruit pas la cathédrale, on retire une pierre, mais on garde la cathédrale. On a identifié quelle était la pierre bloquante. Et tout dernier élément qui est, il y a une très très forte prise de conscience écologique en ce moment, volonté d'impact social également, et beaucoup de gens se questionnent, c'est aussi vrai pour l'art et la recherche du beau, beaucoup de gens se questionnent, et je serais intéressé de savoir si vous partagez ça, sur comment est-ce qu'il faut que je fasse ça dans mon activité professionnelle ou à côté. Et donc là, dans le rechoix, il est possible de s'engager par un projet à côté de son activité professionnelle pour permettre d'avoir du coup une vie épanouie qui ne se résume pas à votre travail. Le rechoix, excusez-moi pour ceux qui nous regardent, le rechoix, quand vous le dites, vous l'entendez comment, vous, le rechoix? C'est le fait de changer de vie ou de rester dans l'emploi dans lequel on est? C'est quoi le rechoix? On est bien d'accord, c'est rechoisir le métier dans lequel on est d'accord. Non, mais je voulais... Oui. Je dirais même le travail. Le même travail, d'accord. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'en ayant des méthodologies complètement différentes, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Ouais, l'objectif est le même, finalement. Et il y a une évolution qui est intéressante à ce niveau-là, c'est le fait qu'il y a 5 ans, chez moi en tout cas, il y avait à peu près 75% de reconversion complète et 25% de gens qui restaient dans le même métier. Alors, le fameux rechoix. Alors, soit rechoix, soit avec éventuellement un changement de secteur, ou un changement d'entreprise, ou même des changements métier, internes. Mais exercer autrement. Exercer autrement, d'accord. Simplifié. Et aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que l'intérêt pour la reconversion a beaucoup augmenté, mais que ce qui augmente, c'est le nombre de gens qui ne se reconvertissent pas. Aujourd'hui, je n'ai plus que 40% des gens qui viennent me voir qui choisissent de se reconvertir. C'est-à-dire de changer de métier. Mais il y a quoi? Il y a une peur, il y a une inquiétude du monde de demain. C'est quoi? Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a eu on a porté au nu la reconversion là, depuis quelques années. Il y a eu énormément de publications là-dessus qui l'ont glorifié. Renverser la table, partez. Voilà, et parfois de façon un petit peu excessive. Et je pense que chez beaucoup de gens, l'insatisfaction d'une situation professionnelle donnée, du coup, en entendant tous ces discours, s'est traduit par « mais peut-être que je devrais me reconvertir ». Et ce qui a augmenté le nombre de gens qui réfléchissent... D'une manière un peu artificielle, finalement. Oui. Ouais, c'était un peu artificiel. On a un peu vendu du rêve. Alors ça, oui. Après, la deuxième partie, c'est évidemment la pandémie. Ludovic de Gomard, avant de nous quitter, je ne veux pas l'oublier, parce que quand on travaille sur ce sujet de la reconversion, il y a les sujets que vous évoquez et qui sont passionnants, puis il y a aussi le sujet du financement, parce que beaucoup disent le premier frein à la reconversion, c'est le fait qu'il faut pouvoir financer tout cela. Alors j'ai vu que Pôle emploi avait lancé aussi des chantiers et un accompagnement. Comment on fait là? C'est les salariés qui viennent vous voir, ils ont bénéficié d'un financement. Comment on organise sa reconversion sur le plan financier? Dans le cadre de Chance est éligible au CPF. Donc on peut bénéficier de ce compte formation. Utiliser en fait ces crédits CPF pour financer partiellement ou complètement Chance. Et ça dure 3,4 minutes en moyenne, c'est extrêmement rapide sur le site. Par ailleurs, on a aussi une activité pour Chance de ce qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire qu'on travaille avec les entreprises qui souhaitent financer le parcours Chance, ça rentre dans le 1% formation, etc., et avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire que Pôle emploi rembourse Chance si jamais un demandeur d'emploi souhaite réaliser Chance et en parle avec son conseiller. Donc vous avez aussi des demandeurs d'emploi qui passent par Pôle emploi et qui... On a 60% de personnes en poste et 40% de demandeurs d'emploi. D'accord, c'est important de savoir qu'effectivement le demandeur d'emploi, lui aussi, il est face à des carrefours, à des choix stratégiques, évidemment. Comment ça se passe pour vous? Comment on arrive chez vous? Parce qu'il faut quand même financer ces formations, malgré tout. Oui, alors c'est vrai que c'est un investissement. Il faut en parler. Chez moi, c'est beaucoup des gens qui financent eux-mêmes. Et j'ai aussi à peu près pour moitié des gens qui financent eux-mêmes et à peu près pour moitié des gens qui s'adressent à moi directement. Ce ne sont pas les entreprises qui s'adressent à moi, mais qui font financer par leur entreprise. Et qu'on soit bien d'accord, on n'est pas dans le bilan de compétences parce que quand on... Pas du tout. Non, mais c'est important de le dire, parce que quand vous l'évoquez, on a le sentiment qu'on est un peu dans le bilan de compétences. C'est pas un bilan de compétences, la reconversion non plus. Enfin, vos méthodologies. Alors, en l'occurrence, Chance est éligible comme bilan de compétences sur le site du CPF. Donc en fait, on a intégré toute la méthodologie du bilan de compétences à l'intérieur et enrichi de beaucoup d'autres choses. Avec les datas, avec les coachs personnalisés, puisque c'est un élément. Oui. Pour vous, c'est pas un bilan de compétences. Voilà, non, mais c'est important pour voir. C'est quoi la différence d'ailleurs avant de nous quitter? Quelle est la différence? Ça a l'air très fin la différence, non? Alors, c'est pas tout à fait très fin. Non, justement, il y a énormément de le trait. différences. En fait, moi, j'ai par exemple pas du tout de test de personnalité. D'accord. Inhérent au bilan de compétences. Il n'y a pas que ça. Je m'intéresse finalement très peu aux compétences. On s'intéresse aux appétences éventuellement, c'est-à-dire les compétences pour lesquelles on a du goût, mais très peu aux appétences. Ce n'est qu'une toute petite partie du travail qu'on fait.
Les choses sont claires. Merci de nous avoir... Bilan de compétences, bilan d'aspiration, puis les compétences peuvent Par entrer exemple. dans un deuxième temps. On gardera bilan d'aspiration. Merci Ludovic de Gromard, cofondateur CEO de Chance. Vous savez, j'ai dit Chance, influencé par la Silicon Valley. C'est Chance. On a bien compris la méthodologie, la manière dont vous accompagnez les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés en reconversion. Et merci à Sylvaine Pasquale, fondatrice d'Itac Coaching, spécialiste de la reconversion professionnelle. C'est du fait main, c'est du cousu humain. Job Crafting, c'est votre livre qui est sorti en octobre 2020 chez Vuibert. C'est bientôt terminé. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser les recruteurs, tous ceux qui s'intéressent et ceux qui cherchent un emploi. C'est la saison de l'envoi des candidatures spontanées. Vous savez, ah oui, on est fin août, peut-être que les DRH sont rentrés. On en parle, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec une candidate voilà, que je vais vous présenter. Le cabinet BI vient souvent sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes Géraldine Creusat, agent de carrière au sein du cabinet BI. Tout à fait. C'est un plaisir de vous accueillir parce que c'est une question qu'on a traitée lors de la saison 1, mais c'est une saisonnalité. La fameuse candidature spontanée. Utile, pas utile, on doit continuer à le faire. Ça marche pas ? Alors, la candidature spontanée, c'est effectivement encore utile à partir du moment où elle est réellement préparée. Ça peut pas être. C'est pas de bouteiller la mer. Voilà, exactement. Ouais. C'est pas un acte, on le fait par dépit parce que ça répond pas sur les offres d'emploi. C'est vraiment quelque chose de préparé. Il faut prendre le temps d'étudier les entreprises, prendre le temps de préparer aussi sa candidature, son CV, l'offre de service qu'on va faire derrière, parce que c'est une vraie offre de service en fait qu'on fait à l'entreprise. Il faut lui donner envie. Ça veut dire que quand vous dites préparer, ça veut dire qu'il faut trouver ses punchlines, ses arguments, savoir se vendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire sur qu'est-ce que je vais offrir à l'entreprise. C'est quoi mon expertise, c'est quoi ma valeur ajoutée. Et au-delà de ça, c'est qu'il va falloir cibler les entreprises sur lesquelles on va vouloir donner sa candidature spontanée. Alors, il ne faut pas en cibler 40, hein, c'est pas ça. 5 ? 5, c'est le bon chiffre. 5, c'est le bon chiffre parce qu'il faut faire une vraie étude de marché, pour le coup. Comme si on faisait du marketing, tout simplement, pour voir comment évolue l'entreprise. Est-ce qu'elle a des besoins, déjà, basiquement ? Alors, non ? On peut y aller comme ça, même si on ne sait pas... On peut y aller comme ça en étudiant les offres d'emploi qui paraissent régulièrement. Ça donne déjà une tendance. Là où c'est intéressant, c'est d'aller sur le site, de voir un petit peu, de faire une veille économique pour savoir un petit peu comment elle évolue, tout simplement, et de voir quelles sont les compétences qu'on va pouvoir lui apporter. Parce qu'on n'a pas forcément une offre. Aujourd'hui, les entreprises postulent beaucoup sur LinkedIn, on en a moins des offres à tout venant, donc il va falloir aller susciter l'envie. Alors, il y a une question de fond. Il y a la préparation, trouver ses punchlines, savoir attirer le regard. Il y a une question de temporalité. On est dans la bonne temporalité, là ? Alors oui, on est encore dans la bonne temporalité. Je vais vous donner un exemple. On est fin août. Mais ouais, parce que moi j'ai 2 talents là. On l'a travaillé pendant l'été, tout simplement, et on avait ciblé 2 structures. C'est 2 profils qui sont complètement différents. Hein. J'ai une directrice commerciale et l'autre qui est directrice du contrôle qualité, en gros. Donc c'est vraiment 2 structures qui sont complètement différentes. C'est 2 cibles différentes, mais on les a travaillées. Et là, elles sont en process. Mais parce qu'on a travaillé pendant l'été, le CV, les réalisations, le mail d'accroche. Essentiel. Et très important. Oui, parce que c'est une pièce jointe qu'on envoie. Donc il faut pouvoir... Il y a une formule particulière. Comment on accroche là ? Il faut être court sans être trop court. Il faut être court, il faut dire... l'objet est très important, donc ça va être aussi en raccord avec ce qui se passe dans la région aussi, ou dans l'entreprise. Ça, c'est important, l'objet. Et aussi, surtout, ce qui est important, c'est pas faire un mail au contact RH. Contact RH arrive dans une boîte. Voilà. Nominatif, il faut trouver le nom du RH. Il faut trouver le nom du RH. Donc là, il faut travailler avec Link. Voilà. Utiliser les agents, puisque effectivement, comme vous le disiez très justement... C'est une agence BI qui accompagne les cadres. Moi, je suis agent et c'est mon job d'aller chercher, dénicher effectivement le bon nom, l'interlocuteur. On peut appeler un peu naïvement l'entreprise en demandant à parler au DRH. On peut le faire, mais ça marche pas tes masses. C'est d'accord, c'est l'agent qu'il ne faut pas le faire. D'accord. Non, il vaut mieux que ce soit l'agent, parce que l'agent va utiliser effectivement son réseau qui va lui permettre de trouver le bon interlocuteur. Et là, au mois d'août, on est encore
dans la tranquillité, j'ai envie de dire. Bien sûr, on rentre, on regarde ses mails, on a le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Le RH voit un petit peu en visibilité ce dont il aura besoin, j'imagine. Oui, il y a une projection, encore plus maintenant avec le Covid, on est dans l'anticipation. C'est-à-dire que là, les entreprises veulent quand même repartir. On voit qu'il y a des offres, parce que même moi, pendant l'été... Le chômage baisse, on le voit. Et oui, j'ai réussi à placer des gens. Pendant l'été. Pendant l'été. Oui, parce qu'il y a un beaux vrai postes. besoin. Des beaux postes, des postes, pas forcément pour des juniors, mais heureusement, ça y est, pour ma tranche d'âge, pour notre tranche d'âge un petit peu plus senior. Pourquoi ? Parce qu'il faut encadrer, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de télétravail, on a besoin de l'expertise aussi des seniors. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur une candidature spontanée. Et c'est typiquement ce qu'on a fait là, pour mes 2 candidates. C'est intéressant, elles sont en process, quand vous dites en process, c'est-à-dire qu'elles ont enclenché les premiers entretiens. La lettre a été reçue. C'était une lettre, on est d'accord, spontanée. C'était spontané, c'était des faussement spontané, puisque vous nous dévoilez le fait que vous avez coaché. Mais enfin, officiellement, elles sont spontanées. Voilà, mais moi je suis en sous-marin derrière. Vous n'existez pas. Je n'existe pas, je les fais travailler. Alors parfois, quelquefois, j'interviens lorsque c'est un contact direct d'une entreprise que je connais très bien. Là, vous savez qu'il y a... Là, je sais exactement qu'il peut y avoir un besoin ou que le profil peut intéresser. Lorsque c'est une entreprise, en l'occurrence pour la responsable qualité, hygiène et sécurité, on était en province, une province que je ne connais pas, bien que je sois provinciale et charentaise et fière de l'être. Vous avez bien raison, c'est une belle région. Voilà, mais là, c'était travaillé. Et là, c'était travaillé. Avant de nous quitter, on se résume, préparer le texte, ne pas rater son accroche de mail et l'objet. Oui. Puisque l'objet, qu'est-ce qu'on met sur un objet ? Il faut le raccrocher à quoi ? Parce que c'est un peu une bouteille, on ne sait pas si l'entreprise cherche. Ça dépend. Ça peut être suite à votre, pourquoi pas, annonce de... Là, dans ce cas-là, ça marche. Ça marche. Ça peut être dans le cadre de votre restructuration et on met 3 petits points. Voilà, il faut donner envie. C'est ça qui va être important. J'insiste aussi sur un CV. Il faut que le CV fasse qu'une page, parce qu'un CV, quand on clique et qu'il fait 2 pages, 3 pages, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il soit sur une page avec un objet en haut. En fait, il faut vraiment qu'on voit le titre et les compétences clés. Ça, c'est essentiel. C'est important. Et le nombre d'années d'expérience, parce que vous dites aujourd'hui que les cadres à expérience, c'est l'agent qui parle, sont très recherchés parce qu'on a besoin de gens pour encadrer, pour évidemment coacher. Donc, Géraldine, c'est le moment, il n'est pas trop tard, à condition de bien préparer votre lettre de motivation et tout l'environnement, et surtout d'avoir, on est d'accord, le nom du DRH. Très important. Très, très important, c'est ce qu'il nous faut. Bon, je souhaite beaucoup de chance à vos 2 candidates qui sont en process. Oui. Elles en sont où dans l'évolution du process ? J'en ai une qui est à la fin, on attend la proposition. D'accord. Donc on croise les doigts. Donc là, c'est bien parti. Et pour la seconde... La seconde, elle est en process, c'est plus long. On rentre dans un rythme où des entreprises sont en process de tests et de retests. Tests et retests. Donc ça, c'est le travail de l'agent qui doit calmer évidemment le candidat et traîner le candidat, parce qu'il y a les oraux qui arrivent. C'est le grand oral. Merci Géraldine Crozat, c'est un plaisir de vous accueillir. Cabinet BI, qui vient régulièrement sur notre plateau. Vous revenez quand vous le souhaitez pour nous donner des petits conseils pratiques. Vous serez la bienvenue. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, évidemment, pour Smart Job, pour un nouveau numéro. Je remercie toute l'équipe technique, évidemment. Fanny Griesmer, je remercie Margot Ruot, je remercie Axel Paulou, je remercie Amanda au son et Axel pour la réalisation. Je remercie aussi Pauline Gratel qui était avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Puis je vous dis à demain, évidemment. Bye bye.